Notre invité aujourd'hui est Pierre-Bernard Raymond, sénateur des Hautes-Alpes. Alors je le disais tout à l'heure un petit peu dans les titres, ancien maire de Gap, ancien député. Vous avez quasiment eu tous les mandats conseiller régional aussi, vous l'avez été? Oui, j'ai été effectivement conseiller régional à 2 reprises et conseiller général, effectivement. Alors nous sommes en direct de votre bureau, tant vous en félicitez. Vous avez, on le savait, en la matière beaucoup d'intérêt pour l'art, et vous avez fait le choix d'organiser un bureau où vous vous sentez bien, avec des œuvres, alors j'allais dire presque de proximité par vos liens de famille, et puis de belles œuvres, en particulier des sculptures, etc. Oui, c'est une atmosphère qui me plaît beaucoup. J'ai pendant de longues années occupé le bureau du maire de Gap, qui est un bureau très classique, très beau d'ailleurs, très beau, mais avec de belles boiseries, mais très classique. Et j'ai préféré ensuite, lorsque j'ai eu à bâtir moi-même mon bureau, en tout cas son organisation et sa décoration, choisir quelque chose de beaucoup plus contemporain et qui correspond d'ailleurs à mes goûts. Et comme vous le voyez, il y a à la fois des tableaux, il y a avec des signatures, avec une signature qu'on peut évoquer. Alors oui, effectivement, c'est aussi très familial, puisque vous avez là une photo de mon fils aîné et ici un tableau de mon second fils Adrien. Donc je me sens bien parce que d'abord ce sont des œuvres que j'aime beaucoup, qui correspondent tout à fait à mes propres goûts, et puis c'est agréable de pouvoir venir travailler en sentant que la famille est là aussi. Je reviens à votre fils aîné, il continue une belle carrière de photographe. Si on prend quelques nouvelles. Oui, il est à Lausanne et il continue dans l'art contemporain en matière de photographie. Et il est en même temps professeur à l'école où il a fait ses études lui-même à Vevey, et il donne parfois aussi des cours de photographie à Genève. Pierre-Bernard Raymond, sénateur des Hautes-Alpes, depuis son bureau au-dessus du Carrefour de l'Europe, pour passer en revue plusieurs sujets. On parle surtout de l'actualité d'ici, mais l'actualité nous amène ou nous conduit naturellement à parler quand même de l'actualité du monde. Le monde perturbé par ce sujet de l'intervention ou pas en Syrie, les propositions russes qui ont rabattu les cartes hier en fin d'après-midi. Comment, vous qui avez été parlementaire européen et qui vous intéressez beaucoup à la politique internationale, vous observez cela? Moi, je suis heureux que le président Poutine ait fait cette proposition. Je pense qu'elle correspond d'abord à un objectif important, qui est d'éliminer et de rendre vraiment illégale totalement l'utilisation des armes chimiques, et de démontrer à quelque chef d'État que ce soit qu'il doit renoncer aux armes chimiques. Deuxièmement, je crois que c'est une façon assez élégante de sortir le président Obama et le président Hollande d'un mauvais pas dans lequel ils s'étaient placés. Parce que d'une impasse. Car je pense que c'est une impasse. Et troisièmement, je crois surtout, et c'est ça qui est important, que si on veut bien se rapprocher pour réfléchir ensemble à la Syrie, c'est la meilleure solution pour que ce qui se passe actuellement trouve une issue favorable et positive pour tout le monde. J'ai, comme vous le savez, pris position contre l'intervention en Syrie pour toute une série de raisons, et j'en ai profité pour dire aussi que j'ai regretté que lorsque l'URSS a implosé à la fin des années 80, il n'y ait pas de la part des Européens de l'Ouest une ouverture plus grande à l'égard de ce pays, avec lesquels je crois que nous devons absolument travailler pour construire un continent européen qui soit à la fois stable et qui soit garant de la paix. Je crois que nous n'avons pas intérêt à avoir de mauvaises relations avec la Russie, d'abord parce que nous avons des économies complémentaires, ils ont beaucoup de matières premières, nous avons le savoir-faire pour les transformer ou pour les utiliser. D'autre part parce que nous n'avons aucun intérêt à ce que la Russie dérape vers la Chine et fasse que finalement la Russie travaille davantage avec la Chine qu'avec l'Ouest. Alors ça implique que les États-Unis le comprennent et nous laissent la liberté nécessaire pour monter cette politique. Et je crois que des occasions comme celle que vient de donner le président Poutine peuvent être intéressantes à ce titre aussi. L'actualité d'ici aujourd'hui, c'est la visite de Marie-Arlette, si je me trompe pas sur le prénom, oui, Carlotti, ministre en charge entre autres des personnes handicapées à Puy-Saint-Vincent, pour parler de ses responsabilités, mais aussi pour symboliser la réouverture de l'école de Puy-Saint-Vincent. Comment vous regardez cette visite ?
Eh bien, moi, je suis d'abord très heureux pour le maire de Puy-Saint-Vincent qui a réglé de façon définitive l'existence de cette école. Et puis, je salue Marie-Arlette Carlotti, que je connais bien puisqu'elle a été parlementaire européenne en même temps que moi. Seulement, j'ai été invité à aller à cette manifestation hier. Je trouve que c'est un peu court et je me suis excusé auprès d'elle de ne pas pouvoir l'accueillir, moi également, dans le département des Hautes-Alpes. Je précise à nos auditeurs, puisque j'ai oublié de le faire tout à l'heure, que juste après notre échange avec Pierre-Bernard Raymond, vous retrouverez une belle émission consacrée à l'association Impulse de Gap, qui est l'une des associations les plus dynamiques qui se trouvent dans nos studios. Nous parlerons également des cours de langue donnés par ULS. Tout cela à partir de 12h50. Oui, je salue, si vous permettez, le travail d'Impulse que j'ai connu lorsque j'étais maire de Gap et qui, à titre privé, fait un travail énorme dans cette commune. Alors les sujets de la rentrée dans l'actualité des Alpes du Sud et du département des Hautes-Alpes, Pierre-Bernard Raymond, c'est alors je passe rapidement sur les sujets un peu surpreneurs, malheureusement allez vous dire évidemment, mais comme l'autoroute A51, écoutez, entre le renvoi dans le schéma national à après 2050 et puis les prises de position de Vinci cet été du PDG, oui. On a l'impression que cette fois-ci je crois qu'effectivement c'est plié jusqu'à nouvel ordre, il ne faut plus espérer grand-chose de ce côté-là. Je rappelle que le président de la République s'était engagé à la réaliser et que aujourd'hui on lui dit non, il faut attendre que vous ayez 96 ans pour commencer à en reparler. Bon, je le constate. Et puis je constate le silence assourdissant de Madame Karine Berger qui avait pris fait et cause pour ce dossier. Je l'en remerciais. Malheureusement, je m'aperçois que elle a rencontré les mêmes obstacles que moi, c'est-à-dire l'obstacle des Verts, l'obstacle de la haute administration et peut-être aussi un peu l'obstacle du peu de dynamisme que l'on ressent aussi bien dans les Hautes-Alpes que dans l'Isère. Je remercie aussi Monsieur Valigny qui s'était bien engagé aussi pour ce dossier et je suis obligé de constater que les difficultés que j'ai rencontrées, ils les ont eux aussi pratiquées. Alors aujourd'hui, vous les identifiez, Pierre-Bernard Raymond, en plus sur le volet politique, en disant politiquement il y a un accord avec les Verts, donc ça peut pas passer. Oui, absolument. Ou sur le volet administratif. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème technique. Il y a pas de problème financier si on veut bien la réaliser. Il y avait des solutions puisque les sociétés avaient prévu que si on leur augmentait la durée de leur concession, elles le faisaient sans demander un centime à l'État. Donc tous les problèmes techniques et financiers étaient résolus. C'est un problème politique et politicien. C'est que aussi bien Monsieur Sarkozy que Monsieur Hollande n'ont pas voulu ou n'ont pas osé transgresser l'oukase des Verts. Ça se tient là. Alors c'est vrai qu'il y a eu aussi du côté de l'administration une absence de véritable volonté pour faire en sorte que nous soyons aidés par celle-ci dans les choix des ministres. Vous savez, quand un ministre a à choisir, il est quand même très influencé par ce qu'on lui dit. Donc, je crois que les torts sont partagés. Mais d'une façon générale, je pense que c'est un problème politicien. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les Verts, qui représentent 2,5% aux élections présidentielles, pèsent 30% dans les décisions. Alors, vous connaissez Pierre-Bernard Raymond, vous devez vous raccrocher peut-être un peu plus concrètement, pas forcément ici en direct depuis votre bureau, mais à un autre espoir. Alors l'espoir, c'est quoi? C'est du coup l'alternance, c'est ça? Non. Je crois que si vous voulez, il faut savoir mettre fin à un dossier. Il y a une seule issue encore. Il y a 0,5% de chance encore de la réaliser. Ce serait que l'État dise nous ne voulons pas la faire, mais si les 4 départements concernés veulent en prendre la responsabilité, nous les autorisons à regarder le dossier. J'ai écrit au président du Conseil général de la Drôme, au président du Conseil général des Hautes-Alpes, au président du Conseil général des Alpes d'Haute-Provence et à celui de l'Isère pour leur dire, sollicitez l'État en leur disant, ne vous occupez plus de la 51, mais laissez-nous nous en occuper. Alors pourquoi? Non pas pour que ce soit les départements qui paient, ils n'auraient certainement pas la possibilité de le faire, mais pour qu'ils deviennent maîtres d'ouvrage de ce tronçon et qu'ils se débrouillent de trouver des entreprises qui, avec un très long contrat, puissent la réaliser sans que nous ayons à y mettre
mettre un centime. Vous savez, il y a dans la région parisienne des équipements, par exemple un tunnel sur la deuxième rocade de Paris, qui est en train d'être réalisé et à qui on a accordé 75 ans de durée de concession. Eh ben, je suis sûr que si les 4 présidents de conseil général concernés faisaient un appel d'offres et qu'ils disent qu'ils auront la possibilité de donner une concession de 75 ans, je pense qu'on aurait des chances de la réaliser. De même que Vinci n'est pas contre cette autoroute et continue à ne pas être contre cette autoroute. Mais Vinci ne peut pas, alors que l'État a dit on la fera pas, dire le contraire. Une grande société comme Vinci doit quand même respecter l'État dans lequel son siège social est installé. Lorsque vous retournez sur ce dossier et finalement peut-être sur beaucoup d'autres, est-ce que vous avez l'impression vraiment que tout le monde a suivi d'un bon pas? Eh bien, pour parler un peu vrai, il y a eu des moments où Léo Alpin avait vraiment la volonté que ce soit réalisé. On est au début des années 2000, par exemple. Voilà. Je me souviens qu'il y a eu 3000 personnes sur la place de Verdun pour demander cette autoroute. Il y a eu 16 cars organisés par Alain Bérou pour descendre à Marseille. Et même quelques coups de poing à l'époque. Et faire savoir à Jospin qu'on la voulait vraiment. Mais on a senti qu'au fur et à mesure que le temps passait, il y avait quand même un certain désespoir, un certain lassitude, alors que montaient de l'autre côté les thèmes des Verts sur la biodiversité, etc., etc. Moi, je suis pas du tout hostile à tout ce que font les Verts. Je crois que je suis pas du tout un climato-sceptique. Lorsque j'ai été maire de Gap, j'ai fait une charte pour l'environnement dès 2002 avec la gratuité des transports en commun, etc., etc. Mais évidemment, il y a des ayatollahs partout. Et puis là, sur les autoroutes, dès qu'on prononce le mot autoroute, ils bondissent, quoi. Et je pense qu'il y a malheureusement pas assez de jugement équilibré dans leur attitude à cet égard. Et ils en font une question de principe. Voilà. Alors, si vous voulez, vous me parlez des années passées, comment je vois les choses. Eh bien, souvent je me dis intérieurement que j'aurais préféré finalement commencer dans l'atmosphère que je connais aujourd'hui et finir dans l'atmosphère que j'ai connue quand j'ai commencé. Début, 71. Je veux dire que j'ai commencé alors que les 30 Glorieuses n'étaient pas encore terminées et que je suis sur la fin de ma carrière politique à un moment où nous avons une mutation extraordinaire du monde qui représente beaucoup d'inconnus. Nous avons une crise en Europe qui est considérable. Nous avons des chefs d'État et de gouvernement qui finalement s'accommodent d'une Europe extrêmement souple, pas du tout orientée vers une capacité de pouvoir mondial. Nous avons des crises. Nous avons pendant longtemps encore, à mon avis, des dettes importantes. Et puis, pour parler des Hautes-Alpes, j'ai quand même l'impression, comme nous le disions tout à l'heure, qu'il y a un certain fatalisme qui s'oriente vers une recherche intensive de la qualité de vie individuelle, de profiter de la splendeur des montagnes, de profiter d'un peu tout ce que représentent les Hautes-Alpes, sans trop se soucier ni de l'avenir de ces Hautes-Alpes, ni de la création de l'emploi, ni de la possibilité pour leurs enfants de rester ici. Alors justement, ça rejoint les questions suivantes d'actualité pour cette rentrée, c'est que le chômage, pour autant, augmente d'une manière quasiment jamais vue dans ce département. Oui, oui. Le BTP est un peu souffre, vraiment en difficulté, ou en tout cas sur le fil. Les stations posent des questions de modélisation avec des déficits un peu, si on les cumule tous, qui sont impressionnants, pas individuellement. Oui. Tout ça, c'est un contexte, effectivement, peut-être, c'est ce que vous dites, en contradiction avec cette ambiance bien-être, tout va bien. Voilà. Je crois que on risque d'avoir des réveils un peu difficiles si on ne prend pas la mesure des difficultés que nous rencontrerons si nous n'essayons pas d'abord d'être en pointe dans le secteur du tourisme, c'est vrai, parce que c'est quand même notre atout essentiel, mais en même temps, si nous ne réfléchissons pas à une certaine diversification de notre économie. C'est pour ça que je suis très heureux, par exemple, que
que sur Tallard, Polyaéro s'installe et que nous ayons une possibilité de diversifier davantage notre économie. C'était déjà ce que j'avais essayé de faire quand j'ai créé Micropolis, mais il faut qu'on aille plus loin. Et de ce point de vue, je regrette infiniment, bien entendu, toujours, j'en reviens là, le problème de l'autoroute. Quand vous pensez que c'est Genève-Marseille, qu'à Genève il y a le CERN, qu'à Grenoble il y a le CEA, qu'à Manosque il y a ITER et bientôt ITER et qu'il y a Cadarache, je suis sûr que si nous avions eu une autoroute entre Gap et Grenoble, un jour ou l'autre, on aurait presque évidemment installé sur Gap un centre de recherche qui aurait été à égale distance du CEA et de ITER, etc., etc. Je pourrais vous citer beaucoup d'exemples de ces potentialités que nous perdons. On va écouter à présent, c'est une habitude, la question posée par l'invité que nous recevions hier. C'était Joël Giraud, député maire de l'Argentière-l'ABC, vice-président du conseil régional. Écoutons-le. Pierre, voilà. Es-tu prêt à m'accompagner au ministère des Transports, de l'équipement, de l'écologie, etc., puisqu'il y a beaucoup de fonctions, pour que nous puissions enfin plaider un plan de modernisation sur les itinéraires routiers prioritaires pour la nationale 85 et la départementale 1075, de façon à ce que nous puissions avancer concrètement sur ce dossier. C'est curieux parce que j'avais l'intention d'écrire dans les jours qui viennent à Joël Giraud pour lui demander s'il était d'accord pour que nous ayons un rendez-vous commun avec le ministère de l'écologie pour défendre une amélioration du train de nuit et une amélioration d'une façon générale des prestations de la SNCF dans les Hautes-Alpes. Alors il se trouve que, vous voyez, il y a des dossiers sur lesquels on peut collaborer. En ce qui concerne l'autoroute, je lui réponds tout de suite non. Tu as saboté ce dossier, tu nous as tiré le tapis sous les pieds, débrouille-toi. Voilà qui ne manque pas de clarté. Nous allons évoquer les sénatoriales qui approchent pas encore, mais à la rentrée. Puis vous connaissez les journalistes, Pierre-Manon Raymond, on anticipe beaucoup. Vous avez déjà pris des décisions sur la suite de votre engagement public. On sait que certains sont prêts, sans trahir de grands secrets. Certains sont pas loin derrière en disant qu'est-ce qu'il va faire. Je ne vous dirai pas si j'ai pris une décision et a fortiori, je ne vous dirai pas laquelle. Il est normal que ceux qui font de la politique dans le département envisagent toutes les hypothèses, y compris celles qui consisteraient à ce qu'ils se préparent. Ouais. Est-ce que vous allez chercher à éviter une guerre de succession si toutefois votre décision était d'arrêter ? Je ne sais pas, franchement. Il y en a deux en particulier qui pensent. Voilà, Jean-Yves Dussert et Jean-Michel Arnaud. Nous, c'est nous qui le disons, c'est pas vous qui vous le dites. Oui, c'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites. Non, j'espère qu'il n'y aura pas de guerre de succession s'il doit y avoir une succession et que un accord sera trouvé pour représenter finalement les idées qui sont très proches l'un de l'autre et qui sont aussi les miennes. Alors, c'est devenu une habitude depuis la rentrée pour changer un petit peu la formule. On sort un miroir à la fin de l'émission, le miroir symbolique, qui est fait pour que chaque invité nous dise un petit peu où il en est dans son engagement public et dans sa carrière, etc. Voire se retourner un petit peu sur le passé. Qu'est-ce que vous verriez, vous, Pierre-Manon Raymond, dans ce miroir ? Écoutez, si je me retourne vers le passé, je vous l'ai un peu dit à l'instant, c'est-à-dire que j'aurais préféré commencer ma carrière dans les difficultés que nous connaissons aujourd'hui et la terminer dans l'expansion des années des 30 glorieuses. Voilà un peu le bilan. Alors, en ce qui me concerne, je suis heureux d'avoir eu la confiance de mes concitoyens aussi longtemps et dans plusieurs domaines, dans plusieurs mandats, et je les en remercie, et c'est pour moi un gage de confiance qui fait que mon moteur politique tourne à fond encore maintenant. Et puis ce que je veux dire aussi, c'est que je suis vraiment très préoccupé par le fait que il me semble qu'un coup de rein est nécessaire maintenant pour s'adapter à ce que nous pouvons imaginer ce que sera l'avenir dans les prochaines années. Je crois que jusqu'à maintenant, la formule qui a été utilisée, c'est-à-dire d'ailleurs il y a eu de belles choses de faites, en particulier dans les stations de sport d'hiver. On a des moteurs de développement économique dans des stations du nord du département qui sont quand même très très puissantes, et c'est bien. Mais je crois que ça ne suffit pas. Il faut peut-être pas mettre tous nos œufs dans le même panier
touristique. Et en matière de tourisme, on n'a jamais gagné totalement. Il faut aussi se développer. Je lisais l'autre jour des articles sur les Indiens, les Chinois qui sont en train de se mettre au ski. Oui. Eh ben, il faudrait qu'on y pense. Alors, dernier point. Si je devais encore essayer de ouvrir une perspective, c'est que nous travaillons de façon trop isolée. Et je crois que à l'ère de la mondialisation, il faut que nous travaillions avec la région Rhône-Alpes, avec l'Italie du Nord, si nous voulons peser dans toutes les stratégies que nous devons mettre en place. L'autre jour, j'ai vu, par exemple, le tracé du train Moscou-Nice. Je vois qu'il s'arrête à Milan. Eh ben, j'ai dit au maire de Montgenèvre, Guy, tu devrais voir si tu peux pas faire décrocher 2 wagons à Milan pour les mener jusqu'à Oulx et nous amener des Russes dans nos stations de sport d'hiver. Après tout, ils ont pas à aller uniquement à Courchevel. Ou à Sochi. Voilà. Bon, si vous voulez, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que vraiment nous soyons extrêmement attentifs aux tendances du commerce international et aux tendances du tourisme en particulier, puisque c'est notre job numéro 1. En même temps, je pense que nous ne pouvons pas le faire seuls, et donc il faut aussi qu'on réfléchisse à des synergies à créer avec, pour le tourisme avec Rhône-Alpes, pour l'Italie, pour l'industrie avec l'Italie, etc. C'est-à-dire qu'il faut que le département s'ouvre au lieu de jouer un peu trop souvent la politique de la bulle. Demain, nous recevrons Pierre Voller. En fait, nous serons en direct du Quattro à l'occasion du salon Okova. Vous connaissez bien Pierre Voller, adjoint au maire de Gap et ancien, mais toujours quelque part chef d'entreprise, justement installé à Micropolis. Quelle question peut vous venir à l'esprit? Aujourd'hui, je serais tenté de lui demander s'il a été satisfait de Okova, auquel je vais me rendre ce soir. Il est certain que Pierre Voller est de ceux qui ont de l'imagination, ont de la volonté, ont bien géré leur entreprise et maintenant développent Okova, justement dans une direction aussi internationale, puisqu'il le fait avec les Italiens. Et ce que je voudrais, je sais qu'il va prendre peut-être des responsabilités municipales. En altitude. En altitude. Et je lui souhaite bien entendu bon succès. Et si j'avais vraiment une question très précise à lui poser, je lui demanderais si il est d'accord pour que s'installe une espèce de think tank sur l'avenir des Hautes-Alpes. Merci Pierre Benraimond. Merci de nous avoir accueillis dans votre bureau ici au Carrefour de l'Europe.